Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Internet, le podcast de Numérama, consacré au numérique, aux technologies, à la pop culture et aux sciences. J'ouvre aujourd'hui le 5e numéro de notre 2e saison déjà. Si vous nous écoutez depuis quelques épisodes, vous connaissez la Wonder Woman édition. Nous y invitons des femmes qui évoluent dans l'univers des technologies. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Marie Turcan, rédactrice en chef adjointe de Numérama, pour animer ce podcast. Et nous accueillons aujourd'hui Isabelle Falck-Pierrotin, conseillère d'État et présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que l'on connaît aussi sous le nom CNIL. Est-ce que tout le monde va bien ? Alors moi je suis au top. Après son petit exposé. Bonjour. On a fait un bon petit exposé sur le temps, on a parlé des casques audio, on est pas mal, des trottinettes connectées. On peut rentrer dans le dur du sujet. Ça y est, on peut commencer. Mais justement, pour rentrer dans le dur du sujet, j'ai un petit extrait à vous diffuser, à vous, Isabelle Falck-Pierrotin, et à nos auditeurs auditrices pour parler de la CNIL. La CNIL, petit retour rapide sur son histoire. Aujourd'hui, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a 40 ans. Et il y a 40 ans, ce n'était que le début de l'informatisation des entreprises et des administrations. Et déjà, en 1974, le projet Safari provoquait un tollé dans l'opinion publique. Allait-on vraiment ficher tous les Français juste parce que l'informatique le permettait ? Et la réponse est oui, on a fiché tous les Français. Ah bah non, on a justement abandonné le projet Safari à l'époque. À cause de, la création de la CNIL. À cause de la pression, justement, à la fois de l'opinion publique et, in fine, la création de cette autorité administrative indépendante, la CNIL, donc en 1978. Donc c'est vraiment né d'une volonté, en tout cas de l'opinion publique. C'est vraiment arrivé... Alors c'est né de l'idée qu'il ne fallait pas que l'informatisation de l'administration se fasse au détriment des libertés, des droits des personnes. Et que donc il fallait protéger l'individu par rapport à cette espèce de possibilité qu'offrait l'informatique de mettre tout le monde en fiche. Et donc c'est ça l'origine de la création de la CNIL, avec en arrière-plan, je dirais, ce qui s'est passé pendant la guerre, les fichiers juifs, etc. Donc l'idée, on ne peut pas mettre les gens en fiche. Et évidemment, je dirais, c'est les circonstances de création de la CNIL ont profondément marqué cette institution pendant toutes ces années. Donc la CNIL a aujourd'hui 40 ans. Mais c'est vrai qu'elle a un peu évolué, c'est-à-dire que le métier aujourd'hui de la CNIL, c'est pas simplement de protéger l'individu par rapport à ces grands fichiers publics, c'est de façon plus générale, finalement, d'être un régulateur des données personnelles, c'est-à-dire de donner la possibilité d'innover en utilisant les données personnelles des personnes, que ça soit pour des traitements publics ou des traitements privés, et en fait de plus en plus pour des traitements menés par des organismes privés, mais tout en respectant les droits des personnes, c'est-à-dire le droit à l'oubli, le droit de s'opposer à figurer dans un fichier, le droit de rectifier un fichier, etc. Donc en fait, progressivement, si vous voulez, la CNIL d'abord a de plus en plus d'interlocuteurs privés, et pas simplement publics, et puis elle a intégré aussi la dimension économique de l'activité, de ce que sont les données personnelles aujourd'hui, ce qui n'existait pas en 1978. Et puis ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que ce qui s'est passé en 78, c'est que c'était la crainte du futur qui lançait la réforme, alors qu'aujourd'hui on a peut-être plus l'impression qu'on est moins dans le futur que dans oh là là, maintenant on est dans le présent, et en fait ce qui se passe maintenant c'est problématique. Est-ce que c'est parce que tout est allé très très vite et qu'on n'a pas réussi à attraper et à réguler avant ou à alerter avant ? Non, je crois que l'idée c'est de dire maintenant les données sont partout. Donc, elles servent, je dirais, à des objectifs, je dirais, de marketing, des objectifs d'exposition individuelle, des objectifs de recherche, d'innovation, de lutte contre la fraude, etc. Et donc, on doit raisonner par rapport à ces données d'une façon, je dirais, positive. Il ne s'agit pas d'interdire l'utilisation des données, il s'agit d'accompagner cette utilisation dans la période actuelle qui est la nôtre, c'est-à-dire cette période numérique, mais en garantissant les droits de la personne, c'est-à-dire en disant l'individu, toute cette régulation, elle doit être organisée autour de l'individu. C'est l'individu qui finalement doit rester maître de cette dimension numérique, de son double numérique. C'est une expression qu'on entend souvent. On entend souvent que finalement les données personnelles nous copient ou nous dupliquent ou nous multiplient dans l'univers numérique. C'est à la fois formidable, mais en même temps, on veut rester aux manettes. Voyez ? Et le rôle de la CNIL, finalement, c'est de donner chair à ça,
efficacité à ça, tout en accompagnant l'utilisation des données, parce que ça, je crois qu'il faut vivre avec son temps. Vous pensez que le double personnel, c'est votre sosie ou c'est une création qui est différente ? Je crois que c'est une création qui est différente. Je crois qu'on est pour partie les traces que nous laissons, mais pas seulement, et heureusement. Oui. Et je dirais que probablement ce que nous apprend aussi l'époque actuelle, c'est d'avoir plus de dimension intérieure que de dimension extérieure. Et la dimension extérieure, c'est finalement les données que l'on projette. Vous voyez, en fait, l'individu n'est pas simplement son nuage de données. Moi, je suis absolument convaincue de ça. On peut éventuellement manipuler nos données personnelles, mais ça ne résume pas un individu, ces données personnelles. Vous pensez que si on trouvait vos données personnelles en ligne, ça dresserait un portrait très différent de vous ? Pas très différent, mais probablement pas complet. Vous avez des mesures que vous appliquez qui sont, vous diriez, qui sont plus drastiques parce que vous êtes au contact de ces enjeux-là et que vous avez conscience vraiment de votre empreinte numérique, plus poussée que les autres, vous pensez ? Je pense qu'il est évident que par mon travail, je dirais, je suis plus consciente de ces questions-là. Et c'est une des difficultés d'ailleurs que nous avons. Si vous voulez, ces questions, c'est la protection des données personnelles. Pendant longtemps, c'est apparu aux uns et aux autres comme un peu théorique, un peu conceptuel. Vous voyez, la plupart des gens vous disent, finalement, si on n'a rien à cacher, quel est le problème ? En fait, c'est évidemment pas ça. En réalité, ce qu'on protège avec les données personnelles, c'est la capacité d'autonomie, la capacité de penser, l'autonomie de décision d'un individu. Et donc, cet individu, ce qu'il veut, c'est pas supprimer ses données personnelles dans le nuage numérique, c'est en avoir la clé. Être capable de dire oui ou non, selon les usages qui sont faits. Et ça, effectivement, moi, je suis probablement plus avertie de tout ça, mais les événements internationaux nous ont aussi beaucoup aidés. Voilà, les révélations de Edward Snowden en 2011 a été un premier coup de cymbale. Très récemment, Cambridge Analytica a aussi permis au nouveau cadre juridique européen de montrer tout son intérêt. Vous voyez, parce que finalement, ça nous affecte, contrairement à ce que beaucoup pensent, dans notre vie quotidienne, dans notre capacité à se forger une opinion politique sur des sujets, etc. Donc là, je crois qu'on a fait quand même un grand pas par rapport à il y a encore 5-6 ans même. Ce qui est incroyable avec Cambridge Analytica, c'était que finalement tout était censé être su, c'est juste que les gens ont pris conscience de la manière dont ils utilisaient les réseaux sociaux et de la manière dont ils ont donné volontairement des données personnelles sans savoir vraiment qui les utilisait. Et Cambridge Analytica réussissait par des partenariats qui étaient dans les petites lignes, des petites lignes de donner accès à vos likes, des likes de vos amis et tout ça. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs tout le problème de cet univers numérique, c'est que en fait c'est des poupées russes. C'est ça. C'est-à-dire c'est un ensemble d'acteurs qui interagissent. Chacun connaît un petit bout, mais n'a pas le paysage global. Et l'individu, alors là, pour le coup, ne l'a pas du tout, ce paysage global. Et donc, justement, cette idée, il faut rendre un peu plus transparente la boîte noire, qu'est l'écosystème numérique, qui est d'une complexité inouïe. Ça, c'est l'objectif principal du RGPD, de ce nouveau cadre juridique européen. C'est de dire, finalement, vous êtes au cœur de cette société numérique par vos données. Eh bien, il faut que ça se traduise par une capacité de compréhension de ce qui s'y passe, d'une capacité d'action des individus au sein de ce système qui soit réelle. Et ça, je crois que c'est quand même très positif. Vous voyez, pendant des années, d'une certaine manière, il y a eu une sorte de chèque en blanc au profit soit des grands acteurs privés internationaux, qui utilisent les données, qui font des tas de choses très intéressantes. Pourquoi ? À cause de l'ignorance ? À cause de l'ignorance. Bien sûr. Ou parce qu'ils nous proposaient un service gratuit tellement incroyable par rapport à ce qu'on n'avait jamais connu qu'on s'est dit... En fait, il y a un argument de confort et de service qui est considérable. Donc, on ne sait pas trop, ça nous rend service, on continue à laisser faire. Voyez, les acteurs publics aussi, c'est quelque chose qui est très utile, ils se servent aussi de ces données. Donc si vous voulez, tout ça fait que finalement personne n'avait véritablement intérêt à mettre un peu de transparence dans cet univers. Je crois qu'aujourd'hui, on entre dans une nouvelle maturité de cette société numérique avec le RGPD et la CNIL, je dirais, va accompagner tout ça. Alors justement, vous parlez de la CNIL et de votre travail au sein de la CNIL. J'aimerais bien savoir comment vous expliqueriez à quelqu'un qui donc ne connaît pas la CNIL, qui ne sait pas exactement ce que vous faites, de manière simple, comme si vous l'expliquiez à un enfant. Qu'est-ce que vous faites de vos journées en tant que présidente de la CNIL ? Alors, qu'est-ce que je fais de mes journées en tant que présidente de la CNIL ? À part venir chez Numérama, enregistrer un peu. Je gère une équipe qui est une équipe d'environ 200 personnes
et qui sont chaque membre de cette équipe, que ce soit des juristes, que ce soit des experts techniques, que ce soit des gens plus connaissant la sociologie des usages, tous ces gens-là sont au service de la mission de la CNIL, qui est, encore une fois, de faire respecter ces libertés numériques et de donner la possibilité aux uns et aux autres d'exprimer leurs droits. Donc, par exemple, il y a une partie de cette équipe qui reçoit les plaintes. On a plus de 8000 plaintes qui sont enregistrées tous les ans. Depuis le 24 mai 2018, depuis le nouveau cadre juridique, nous avons une augmentation de nos plaintes de 56%. Comment vous l'expliquez ? Comment je l'explique ? Par justement la prise de conscience, par l'énorme battage médiatique qui a eu lieu autour du RGPD, et en ça c'est positif, et parce que les individus, ils se tournent vers le régulateur pour dire on a de nouveaux droits, il y a des nouvelles exigences de transparence, de clarté, etc. On veut les faire valoir auprès du régulateur et que le régulateur nous aide. Donc on a, je dirais en termes de plaintes, cette augmentation absolument spectaculaire. Il y a presque un peu ce côté pétition de aller déclarer ce problème à la CNIL pour aussi montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Je pense à Disinfolab qui a eu récemment un espèce de pseudo-scandale autour d'une entreprise qui utilisait les données publiques de Twitter mais pour en faire des fichiers qui étaient contestables. Est-ce que quand il y a ce genre de controverse, vous voyez une augmentation des plaintes ? Alors nous, on a des plaintes qui sont extrêmement liées effectivement à l'actualité. Ça, c'est vrai. Et en cela, c'est un palpeur, entre guillemets, de l'opinion publique et de la sensibilité publique qui est formidable. Mais donc, si vous voulez, les agents de la CNIL, ils répondent à des plaintes. Ils font de la prospective, c'est-à-dire qu'ils vont aux avant-postes pour essayer de savoir un petit peu vers quoi vont les nouvelles technologies, quels sont les problèmes nouveaux qui se posent. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la blockchain. Ensuite, ils ont tout un travail d'accompagnement des acteurs pour concrètement leur donner des outils pour respecter la loi. Lorsque le nouveau cadre juridique permet des sanctions à 4% du chiffre d'affaires mondial, ce qui est considérable, pensez bien que les entreprises, notamment, se tournent vers nous en disant quels sont les outils que vous pouvez nous donner pour nous aider, nous accompagner dans cette mise en conformité. Il y a un travail de pédagogie aussi extrêmement important de la CNIL pour faire passer ces nouveaux concepts, identifier ce que nous appelons des têtes de réseau. Alors c'est intéressant les têtes de réseau parce que on dit que les données sont partout. On voit que les exigences et les obligations pour respecter la loi se durcissent. Pensez bien que la CNIL, avec 200 personnes et probablement une quinzaine de sanctions par an, il ne peut pas y avoir un agent de la CNIL derrière tout le monde. Donc l'idée, c'est de dire on va construire, dans le fond, un réseau de correspondants privilégiés, ou plus exactement de têtes de pont, d'interlocuteurs, auprès desquels on peut faire passer de la pédagogie, faire passer des outils. C'est qui ces gens ? Naturellement, par exemple, c'est les fédérations professionnelles. Vous voyez, tout le secteur de la banque, les fédérations professionnelles de la banque, de l'assurance, les électriciens, sur les enjeux particuliers de leur secteur, ce sont nos interlocuteurs têtes de réseau. Les collectivités locales, c'est les groupements de collectivités locales, c'est l'association des départements de France avec laquelle on a beaucoup travaillé. Vous voyez, on essaye finalement d'avoir des gens qui relaient, entre guillemets, notre mobilisation et nos outils, parce que tout seul, évidemment, on ne va pas y arriver. Donc la CNIL, c'est tout ça. Vous voyez, on est ce que nous appelons en fait un régulateur complet. C'est-à-dire qu'on est un régulateur qui est présent sur toute la chaîne des interventions possibles d'un régulateur, c'est-à-dire de l'information, pédagogie, jusqu'à la sanction. D'accord. Et donc concrètement, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, de quoi ils vont parler, comment ils vont s'y prendre ? Comment ils vont s'y prendre ? Ils vont voir les entreprises, les acteurs publics, pour avoir des rendez-vous au cours desquels ceux-ci vont exprimer leurs besoins. Et en fonction de leurs besoins métiers, on va leur dire, voilà ce que vous devez faire pour respecter la loi informatique et liberté. Ils vont participer à des séminaires pour comprendre un peu les évolutions de la technologie numérique. Ils vont aller sur le terrain. On a beaucoup de travail actuellement sur les startups. Et donc, on s'est rapproché, par exemple, de Station F. Et on a une sorte de guichet ouvert. Vous voyez, on organise des ateliers à Station F régulièrement pour faire passer des messages auprès des start-upers. Donc on a une multitude de modes d'intervention et on essaie en tout cas, si vous voulez, moi ce que j'ai essayé de faire passer comme idée depuis que je suis présidente de la CNIL depuis 2011,
c'est l'idée que, bien sûr, on a un côté gendarme. On a un côté gendarme, on est doté de pouvoirs répressifs qui sont importants, et je dirais que c'est essentiel pour que la régulation soit crédible. Mais nous devons, avant tout, être un régulateur de service. Vous voyez, nous sommes une institution publique qui doit être au service des acteurs, au service des particuliers, qui leur apporte des solutions, des outils permettant de respecter la loi. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, et ça a mis en place au sein de la CNIL aussi une culture un peu différente. De responsabilisation. C'est une culture d'initiative, de responsabilisation. On doit être très agile pour être proactif et pas toujours, je dirais, en réaction par rapport à quelque chose qui se passe. Et donc, ça m'apparaissait très important, vous voyez, finalement de se pénétrer de cette nouvelle culture. Mais est-ce qu'il y a un message aujourd'hui que vous n'arrivez pas du tout à faire passer? Ou aujourd'hui la CNIL a conscience de quelque chose, d'un problème, que même même à Station F, vous parlez aux startups, il y a un truc qu'ils comprennent pas encore, qui peut être grave ou dangereux pour l'avenir? Disons que la difficulté, enfin c'est pas une difficulté, c'est plutôt, nous sommes convaincus que la protection des données personnelles, c'est pas un coût, c'est un investissement. Évidemment, c'est un coût. Quand on est une jeune start-up, j'imagine que c'est pas aussi facile à entendre. Eh bien, bien sûr, parce qu'au départ, ça coûte. Ouais. Au départ, ça coûte. C'est une obligation qui coûte. Mais nous pensons que si collectivement, en fait, on veut bâtir un écosystème numérique qui soit robuste, qui soit durable, qui soit pérenne, alors ça vaut la peine d'investir dans la protection des données. Encore faut-il que les entreprises privées aient une envie de bien commun. Mais je dirais que même pour leur intérêt immédiat, pour des relations, je dirais, clients-fournisseurs qui soient de bonne qualité, on sait bien qu'il faut un facteur de différenciation. Et donc la protection des données personnelles, c'est aussi de dire aux clients ou aux investisseurs, venez chez nous, parce que quelque part, nous, on a un business qui est robuste. Et quand vous voyez ce qui s'est passé avec un certain nombre d'innovations qui ont dû reculer, parce que dans le fond, cette réflexion autour de l'appropriation citoyenne, autour des droits n'avait pas été correctement menée, moi je suis absolument convaincue qu'on a raison. Mais, alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que, il y a 3-4 ans, vous voyez, on a commencé à dire ça. Et on a notamment contacté justement ces fameuses têtes de réseau pour leur offrir des packs de conformité à la banque, à l'assurance, etc. Mais on n'était que partiellement entendus. Aujourd'hui, je pense que là aussi, les mentalités ont changé, les clients, les consommateurs sont demandeurs de ces éléments de confiance, même des fonds d'investissement. Commence à dire, nous, on va mettre ça dans nos critères pour choisir une stratégie d'investissement. C'est moins risqué, quoi. Donc, mais bien sûr. Donc, si vous voulez, je crois que là aussi, c'est un numérique peut-être plus mature qui est en train de s'esquisser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous avez peut-être un chiffre à nous donner, justement, d'entreprises en France? Est-ce que vous savez estimer lesquelles sont en conformité, par exemple, avec le RGPD? Est-ce qu'elles le sont toutes? Est-ce qu'on a un pourcentage? Mais elles ne le sont pas toutes, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et je dirais qu'à l'occasion du RGPD, il y a un effet d'ailleurs de rattrapage qui s'est mis en place avec plein d'entreprises qui ont été paniquées. Et il y a eu aussi un petit marketing de la peur qui a été organisé par un certain nombre de cabinets d'avocats ou de consultants pour dire « Venez donc chez nous acheter des magnifiques services de conformité ». Donc nous, on a dit « Attendez, effectivement, on entre dans une nouvelle étape. Dans cette nouvelle étape, la protection des données, c'est un enjeu maintenant, pas accessoire de la direction juridique, mais finalement, qui n'est pas très importante pour la direction générale. C'est faux. Ça doit être un enjeu opérationnel et stratégique central, et on va vous aider à vous doter des outils pour cela. Donc je crois qu'il y a effectivement des situations qui ne sont pas toutes les mêmes dans les entreprises. Grosso modo, on peut dire que les grandes entreprises ont à peu près pris la mesure du phénomène. D'une certaine manière, elles nous disent c'est aussi une opportunité pour nous de faire un petit ménage dans nos données, de voir finalement ce qui est stratégique, utile, etc. Parce que rien de pire que d'avoir des masses de données, mais de mauvaise qualité. Donc le RGPD permet aussi d'avoir des données de meilleure qualité, vous voyez, plus fines, plus à jour, etc. Pour les PME, PMI, et notamment pour les très petites, les TPE, pour les très petites entreprises, là c'est plus compliqué. C'est vrai. Maintenant, elles sont quand même pas toutes concernées par les nouvelles obligations du RGPD, donc il faut diminuer la pression. Et on s'est notamment allié avec la BPI
pour produire un guide spécifique à destination des PME, PMI. Et là aussi, on essaye de les accompagner, d'avoir un message, enfin des solutions spécifiques pour ce type d'acteurs. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que nous, notre objectif, c'est pas de taper sur tout le monde immédiatement. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Le but du régulateur, c'est que les gens se mettent en conformité. Donc, on va monter la courbe d'apprentissage ensemble et la CNIL va être à l'écoute des acteurs dans les mois à venir. Est-ce que alors c'est peut-être un contre-exemple, mais on a publié récemment une enquête du Numérama sur les arnaques à l'ESTA, qui est un visa qu'on obtient pour partir aux États-Unis. Et j'ai contacté la CNIL à cet endroit, qui m'a dit, en fait, ces sites internet-là, donc qui se font passer pour les sites officiels, vous les remplissez, vous donnez toutes vos données personnelles, et eux remplissent le formulaire à votre place. Ils surfacturent ce service. Et moi j'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi ces sites peuvent encore exister? Et le retour que j'ai eu de la CNIL, ça a été, s'ils sont conformes au RGPD, on peut rien faire. Au titre du RGPD peut-être. Au titre du RGPD, on peut rien faire, mais même du coup, comme ils sont dans la légalité, parce que dans les petits caractères, ils écrivent, nous ne sommes pas le site officiel, on vous surfacture parce qu'on vous donne un PDF en échange. Du coup, on a ces sites-là qui sont extrêmement bien référencés, où il y a beaucoup de Français qui se font avoir chaque année. Moi, j'ai entendu parler de 5 000 € par mois juste pour ce faux site-là en particulier. Donc, on est sur un truc flou, parce que du coup, la personne que j'ai contactée derrière ce site m'a dit, moi, je suis conforme au RGPD, mais les données personnelles, je les récupère, oui, mais bon... Voilà, je suis conforme. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas dans un peu de Alors, écoutez, problème je n'ai pas regardé en détail l'affaire, mais je dirais, sur le strict plan de la protection des données personnelles, peut-être qu'ils sont conformes. Maintenant, par rapport au droit de la consommation et par rapport à une sorte de publicité trompeuse, vous voyez, là, il y a probablement quelque chose à Mais c'est faire. quand même des sites au niveau des données personnelles qui est problématique, parce qu'ils peuvent récupérer plein de données en se faisant passer bien sûr, il y a une sorte de... comme à l'occasion du RGPD, on a eu un certain nombre de sites, qui se sont fait passer pour la CNIL. Ouais, pour la mise en conformité. Bien sûr, pour la mise en conformité, en facturant, etc. Donc on a évidemment signalé ces sites à la DGCCRF et la direction de la répression des fraudes va agir sur le sujet. Donc si vous voulez, je crois que bien sûr que tout n'est pas parfait, mais on essaye en tout cas d'accompagner et de faire monter en compétence les uns et les autres le plus vite possible. Justement, donc on évoquait la problématique de l'ESTA, et on a également eu un autre sujet qu'on a abordé sur Numérama récemment. C'était qu'à l'été 2017, notre site a révélé le fonctionnement de Timo. C'est une application qui géolocalisait des millions d'utilisateurs de services français sans leur consentement. Donc là, il y a un véritable problème. Et donc la CNIL a mis en demeure cette application en juillet 2018. Et du coup, se pose une question. Pendant un an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça veut dire que cette entreprise a pu agir impunément? Mais il y a aujourd'hui des acteurs qui ne sont pas en conformité avec la loi. Je veux dire... Donc, le cas de Timo, c'est intéressant. Parce que finalement, ça montre que, là aussi, la boîte noire a besoin d'être ouverte. Et que des entreprises qui installent à l'insu des personnes un certain nombre de dispositifs, quels qu'ils soient, je ne veux pas commenter le cas Timo en particulier, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et que le RGPD impose d'informer, de consentir dans un certain nombre de cas, ça dépend de la base légale. Et donc ça, je crois qu'il va falloir qu'un certain nombre d'acteurs économiques entendent ces nouvelles conditions pour leur action. Vous avez l'impression que ce genre de message n'est pas entendu ? Mais non, enfin, il n'est pas entendu. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il est évident que tant qu'il n'y a pas un arrêt à un certain nombre de pratiques, les gens continuent à avancer. Enfin, je ne sais pas si c'est humain, mais en tout cas, ça se passe. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse passer, en tant que régulateur, un certain nombre de messages très clairs en disant « Voilà une nouvelle condition d'exercice de vos métiers respectifs », et il faut probablement le décliner par métier, vous voyez, par secteur. Et puis, au bout d'un certain temps, si le message n'est pas entendu, là, pour le coup, s'ouvre la possibilité d'action répressive. Voyez, mais je crois que vraiment, encore une fois, ce RGPD, il vient au terme d'un processus de discussion qui a été long. Le RGPD, les premières négociations datent de 2012. Elles se sont un peu enlisées.
à un moment, et finalement, c'est les révélations d'Edward Snowden qui ont relancé politiquement l'intérêt. Et aujourd'hui, on a la chance, parce que c'est une chance absolument fabuleuse, de s'être mis d'accord au niveau européen sur un cadre juridique, bien sûr qui est exigeant, mais qui fait le pari que protection et innovation vont aller ensemble. Vous voyez, c'est ça le pari qu'a fait l'Europe. Donc maintenant, il faut que les gens entendent ces nouvelles conditions d'exercice de leur activité et que nous, en tant que régulateurs, on puisse dire le pari, il va marcher. C'est-à-dire que ce pari, qui est un pari d'un texte, il va produire des résultats opérationnels convaincants. C'est-à-dire, d'une part, il va arrêter un certain nombre de pratiques, notamment des pratiques aussi vis-à-vis des GAFA, pas que les pratiques européennes, mais aussi un certain nombre, et qu'on va être capable de prendre des décisions communes sur ces grandes plaintes, etc. Et ça, je crois que ça donne une crédibilité à l'Europe absolument fabuleuse. Et dans le même temps, ce nouveau RGPD, il est aussi capable, je dirais, de produire des outils de conformité communs. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas que le répressif. On va être capable aussi de faire un pack de conformité voiture connectée de niveau européen pour montrer que la voiture européenne autonome, elle sera meilleure que la voiture américaine, parce qu'on aura en plus cette dimension protection des données. Et évidemment, en tant que conducteur, les gens y seront sensibles. Vous voyez qu'on est capable d'avancer sur nos deux jambes. Donc, comment dire, la balle est dans notre camp, hein. Et est-ce que, alors c'est peut-être un argument avocat du diable, mais est-ce que cette ère de la protection des données est compatible avec l'ère de la simplicité à extrême que permet la technologie ? Je parle des assistants connectés, des assistants audio, de tous ces objets qui sont là pour nous améliorer notre quotidien et nous faire le moins de choses possible et nous amener à moins réfléchir à la présence de la technologie et plus que ce soit un petit peu autour de nous sans vraiment réfléchir. Est-ce que on n'est pas là dans une incohérence totale où en même temps on a de plus en plus on est de plus en plus concerné par la protection de nos données et en même temps on veut de plus en plus de simplicité, de moins en moins de choses à faire et à regarder dans la technologie. Est-ce que ça va pas à un moment se heurter et devenir incompatible ? Je crois que vous avez tout à fait raison. On entre dans une sorte d'internet ambiant, sans couture, dit-on, où la technologie, finalement, elle est invisible. Elle nous sert, elle nous offre des services, mais on ne la voit pas. Et effectivement, je crois que c'est particulièrement, délicat sur le plan de l'exercice des droits, parce que d'abord, on ne sait même pas auprès de qui exercer tel droit. Vous voyez, quand vous êtes face à un algorithme, en fait, une chaîne algorithmique, qui vous sert un résultat hyper intéressant, mais finalement, il y a des tas de gens qui sont intervenus. Auprès de qui vous faites ces fameux droits ? Donc, il y a une réflexion à mener. L'idée du RGPD, en tout cas, c'est de dire il faut organiser la traçabilité, finalement, de la chaîne de circulation de l'information. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous, acteur économique, qui intervient dans un petit bout de l'opération de service, et qui reçoit des données, fait un petit traitement et les reverse à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas vous abstraire de l'obligation de savoir d'où viennent les données. Vous devez participer à l'exercice au bout de la chaîne par le client final, entre guillemets, de ces fameux droits. Donc vous devez savoir d'où vient la donnée et être capable finalement de remonter la chaîne. Alors je crois que c'est ça en tout cas l'objectif général du RGPD. Et par exemple dans le métier de la publicité, où là on a des écosystèmes ultra sophistiqués, ultra complexes, où il y a plein d'acteurs qui interagissent, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils se mettent en ordre de conformité. Vous pensez que c'est possible ? Vous êtes moi je pense que il y a un moment où c'est un choix politique qui a été fait par le législateur européen. Maintenant, il faut qu'on donne de l'opérationnalité à tout ça et que ça soit gérable. Mais je crois aussi que, pour revenir à la question que vous posiez, est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrénique, chacun d'entre nous ? Oui, il y a un moment, on est un peu schizophrénique, mais il y a un moment où on ne pourra pas tout avoir. Voyez ? Et moi, je crois qu'il faut que les individus, quand même, par moment, se posent des questions de choix politiques. On est probablement arrivé à un moment où on doit choisir le type de société numérique que nous voulons.
et la place que l'individu va y avoir ou pas. Donc, si vous voulez, il faut aussi que les individus qui demandent avoir une capacité, une autonomie, etc., il faut qu'ils poussent un peu la logique, y compris dans ces choix politiques-là. Vous voyez ? Vous avez un assistant audio ? Non. Étonnant. Ah bon ? On en a plein ici à Numérama. On les a testés, Ouais. bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et alors, vous en avez pensé quoi en le testant ? Je trouve que c'est à la fois formidable, fascinant, mais c'est ce que je vous dis, inquiétant. Inquiétant parce que moi, je ne suis pas sûre que j'ai envie que mon assistant personnel fasse les choix à ma place. Vous voyez, ça va un certain temps, mais au bout d'un moment, je veux garder la main. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas avec nos smartphones, par exemple ? Je suppose que vous avez un smartphone ? Bien sûr. On est déjà dans cette configuration-là avec un téléphone. Un peu moins qu'un assistant, je suis d'accord avec vous. L'assistant personnel, il fait le choix. Il vous propose une sortie, une destination, Vous voyez, le smartphone, enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, on entre de plus en plus, vous voyez, dans la capacité, ce qui reste à l'individu d'autonomie. Et on revient à ce qu'on disait sur l'origine de la loi. La protection des données personnelles, c'est la protection de l'autonomie intérieure des personnes. Vous voyez, la capacité qu'elles ont de penser, de décider ce qu'elles veulent. Et pas ce que d'autres, que ce soit des autorités publiques ou des acteurs privés, décident pour elles. Vous voyez, vous n'avez pas envie, j'imagine, de vous retrouver dans un jardin clos dans lequel vous ne voyez qu'un nombre limité de choses. La vie, c'est pas ça. Pourtant, c'est étonnant parce que je repense à l'affaire Cambridge Analytica qu'on évoquait à l'instant. Donc, on a bien compris qu'il y a eu une méfiance générée par cette affaire, et pourtant, il n'y a pas eu cette espèce d'explosion, justement, de retrait des réseaux sociaux. Il y a eu un mouvement delete Facebook, pardon, mon accent anglais est un peu brouillé. Il n'y a pas eu ce recul auquel on s'attendait. Et comment on peut expliquer cette situation ? Les gens sont restés les gens sont restés sur Facebook, et je crois même d'ailleurs que le nombre d'abonnés a augmenté. Dans le monde, oui. Mais dans le même temps, vous allez avoir, de façon quasi unanime, les gens qui vous disent « mais ce qui se passe avec les ratings sociaux en Chine est épouvantable et on ne veut surtout pas aller dans une situation de ce type ». C'est là où je vous dis, je crois qu'il y a un moment où il faut prendre un tout petit peu de recul et se dire, en Europe, quels sont les choix politiques et économiques que nous souhaitons faire pour la société numérique en tant qu'individu, en tant que dirigeant public, et probablement ça n'a pas été suffisamment posé en ces termes au grand public. Vous voyez, finalement le grand public, il a une réflexion qui est très épidermique et très conjoncturelle sur ces questions. Il y a un scandale, comme vous dites, les gens se mobilisent de l'actualité. Mais voilà, et puis ensuite c'est fini, parce qu'il y a un tel bénéfice d'usage qu'on ne se pose pas la question. Moi je crois qu'il faut se poser la question, non pas pour dire qu'on doit on renoncer. Moi, je ne suis pas du tout pour renoncer à tout ça. Je suis pour dire il faut qu'on fasse des choix pour modeler cet univers à notre main, et pas l'inverse. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui s'en fichent, qui se disent, franchement, le fameux « je n'ai rien à cacher » dont on parlait, qui est à la fin des années 70, il a encore lieu aujourd'hui. Les « je n'ai rien à cacher », c'est pas grave, Facebook a qu'à utiliser mes données, je m'en fiche d'avoir de la publicité ciblée. Il y en a même qui disent la publicité ciblée c'est mieux, parce que quand c'est pas ciblé, je comprends rien, ça me touche pas. Là au moins c'est des produits qui m'intéressent. C'est extrêmement péjoratif et avocatif. Vous avez raison, mais dans le même temps, ce sont les mêmes qui sont les premiers à demander un déréférencement par rapport à un contenu qu'un mauvais voisin ou je sais pas qui aura posté sur Internet et en disant je veux un déréférencement. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens, mais c'est vrai sur d'autres sujets, tant que ça ne vous touche pas directement, les personnes sont indifférentes. C'est pour ça qu'il faut que nous trouvions des moyens pour, et on revient à la pédagogie, donner de la chair et de la matérialité à ça. Et pourquoi est-ce que Cambridge Analytica a autant fait ce scandale ? C'est parce que les élections, les gens savent ce que c'est. Les élections présidentielles. Les élections présidentielles. C'est encore plus fort. Vous voyez, c'est plus fort, ça fait partie de l'histoire de toutes ces pays aux États-Unis. Bon. Et alors là, les gens disent, si on touche à ça c'est le monstre sacré qui a été ébranlé. Et donc, je crois que on voit la même chose aussi en matière de santé. Vous voyez, les données de santé,
Les gens enquêtent beaucoup. Ils regardent parce que c'est le corps, c'est quelque chose qui est intime, etc. Donc il faut qu'on parte de ces exemples pour montrer que c'est pas de la théorie tout ce qu'on raconte. C'est hyper cynique, mais au final, Cambridge Analytica a bénéficié la CNIL et a bénéficié tous les organismes qui font de la prévention pour la protection des données. Mais bien sûr, on en termes de prise de conscience, c'est évident. Il doit y en avoir vraiment des dizaines d'autres, en fait. Alors, on va pas rechercher le scandale par... Non, mais si on a un nouveau qui arrive, bon... à la faveur de ce scandale, éventuellement. En plus, il y a plein d'autres scandales. Je pense notamment à tout ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé avec Google et le programme militaire Maven. Donc ça, c'était aussi très compliqué. Ça, par exemple, typiquement, je pense que le citoyen lambda ne se sent pas concerné par ce phénomène, alors que c'était vraiment un problème éthique. On était quand même sur une entreprise qui utilisait des algorithmes, qui, en tout cas, une demande de créer un algorithme à des fins militaires. Là, on est sur un problème de sécurité, limite, carrément. Et... ça ne touche pas les gens, donc ça, vous pensez typiquement que c'est quelque chose, là, il y a un vrai travail de pédagogie sur les questions de sécurité. Mais attendez, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des salariés de Google qui se sont opposés à la direction de leur boîte en disant « on ne veut pas participer à ce programme ». Et la société a fait marche arrière. Au contraire, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et ça montre bien que ces sociétés, elles ont été quelque part, elles sont victimes de leur succès. Non mais, elles ont tellement investi tous ces compartiments de la vie qu'elles ont une responsabilité sociale et politique de fait. Et donc, elles doivent donner des gages en termes d'éthique, en termes de responsabilité sociétale, y compris vis-à-vis de leurs salariés. Donc ça, je crois que ça montre que les choses changent. C'est vrai que c'est nouveau. Mais je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, on n'aurait pas vu les salariés de Facebook ou de Google se mobiliser là-dessus. Ils auraient peut-être dit, c'est pas très grave, la modernité, l'innovation, c'est un but en soi. Ben non, l'innovation, c'est un moteur fabuleux, mais not at any price. On est aussi, il y a des personnes derrière tout ça. Et les États-Unis sont vraiment capables du meilleur comme du pire, parce qu'ils ont quand même voté la fin de la neutralité du net, qui entérine du coup le principe selon lequel la vitesse de la bande passante doit être la même pour tous les internautes. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment aux États-Unis maintenant, les opérateurs ont le droit de facturer plus cher pour que vous ayez Netflix à un débit plus rapide que les autres, ou alors justement pour ne pas être pénalisé. En France, on a réussi à s'accrocher, on s'accroche, on a réussi à valider ce principe. Je sais que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à la CNIL. Il y a un moment où on parlait de l'inscrire dans la Constitution. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité? Est-ce que pour vous, la neutralité du net est encore en danger en France? Alors, je vais répondre de façon plus large. Moi, je crois que la neutralité du net est un principe... C'est une nouvelle génération de principes. C'est-à-dire, je crois qu'à chaque aventure humaine, à chaque étape de l'aventure humaine, il y a de nouveaux principes et de nouvelles libertés qui se mettent en place. Vous voyez, quand on a commencé à faire toutes les conquêtes maritimes, et on a découvert de nouveaux territoires, on a commencé à travailler sur l'égalité de tous les hommes. Ensuite, il y a on va loin. Non, mais attendez. Je sens qu'il y a ensuite, une on a eu les droits sociaux. Ensuite, on arrive aujourd'hui dans ce que j'appellerais une 4e génération de droits. Et cette 4e génération de droits, elle est là pour organiser les rapports entre l'individu et l'infrastructure numérique qui nous entoure et qui conditionne maintenant toutes nos activités. La neutralité du net fait partie des principes qui, à mon avis, sont à ce niveau de généralité. Lorsque la CNIL a travaillé sur l'intelligence artificielle, on a dégagé des principes à cette occasion pendant 1 an qui, je crois, peuvent être de cette nature-là, c'est-à-dire on appelle ça des droits systèmes. Ce sont des droits qui, en fait, s'exercent dans les interactions que l'individu va avoir avec cette infrastructure technique, avec les machines qui animent cette infrastructure technique, etc. Et je crois qu'on arrive à un moment où il est nécessaire, entre guillemets, de réfléchir, vous voyez, à cette 4e génération de droits. Donc pour moi, la net neutralité, elle fait partie de cette famille, voyez, et elle correspond à l'aventure humaine numérique. Vous voyez, c'est pas les grandes découvertes de Christophe Colomb, c'est le 21e siècle et cette dimension numérique de nos vies. Et qui va contribuer à définir les inégalités des prochaines années et des prochaines décennies. Bien sûr. L'accessibilité à Internet, à avoir un bon débit en fonction des revenus.
Donc, vous voyez, c'est pas si loin. Ouais. En parlant de choses qui ne sont pas si loin, il vous reste encore 6 mois de mandat à la CNIL. Comment est-ce que vous voudriez qu'on se souvienne de ce deuxième mandat ? Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de ce deuxième mandat ? Voilà une question difficile. J'ai le sentiment de ne pas avoir, je dirais, d'avoir lancé un certain nombre de choses, mais évidemment de ne pas nécessairement avoir tout terminé. Je crois qu'en tout cas, la CNIL et ce deuxième mandat, il a été largement inscrit autour de l'Europe et de cet accompagnement du numérique. Et vraiment, je suis fière que la CNIL ait pu jouer le rôle qu'elle a joué dans l'élaboration de ce RGPD, dans la capacité qu'on a eue à influencer quand même le législateur européen et à faire ce pari dont je vous parlais il y a un instant. Et puis l'accompagnement du numérique, oui, parce que je crois beaucoup à une CNIL de service. Ça nous a conduit à totalement repenser notre organisation interne, une partie de nos compétences, pour vraiment être dans l'agilité, dans la réactivité, voyez. Et ça, il y a encore à faire, évidemment, pour le prochain président. Eh bien, je crois qu'on va se quitter sur ces mots. Moi, je voulais savoir ce que vous allez faire plus tard, après. Je garde le point d'interrogation. D'accord. C'est le joker de cette émission. Très bien. Très bien, on terminera sur ce joker. Eh bien, ça va être ainsi que va se terminer notre épisode de Club Internet consacré à la CNIL. Merci beaucoup Isabelle Fax-Perrotin d'être venue nous en parler. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci Marie de m'avoir accompagnée pour animer ce podcast. Eh bien, Club Internet revient dans un mois, comme d'habitude, avec un nouvel épisode et surtout une toute autre invitée que vous découvrirez très bientôt.